Le baccalauréat aujourd'hui, soyons honnêtes, n'est malheureusement plus d'une très grande valeur. Je vous préviens tout de suite, je vais pas cracher mon venin dessus, je l'ai suffisamment fait dans les vidéos qui s'affichent à droite de ma grosse gueule là actuellement. Ça vaut d'ailleurs le coup de les regarder. Est-ce que tu pourrais arrêter de mendier des vues, espèce de trimard? La valeur du bac autrefois tenait essentiellement du fait qu'il était très exigeant. C'était un moyen de se démarquer dans la mesure où, il y a 40 ans, un peu plus d'un tiers des élèves échouaient à cet examen. C'était réellement un couperet impitoyable, contrairement à aujourd'hui où la démarcation devient complètement illusoire. On plafonne à plus de 9/10 des lycéens qui deviennent bacheliers, et c'est certainement pas parce que le niveau a augmenté, bien au contraire, et par conséquent on surcharge complètement les établissements supérieurs, et on conforte l'ego de certains, alors que paradoxalement, une bonne gifle d'humilité les ferait beaucoup plus grandir. Comme je l'ai dit, je vais pas m'attaquer à ça aujourd'hui, parce que je l'ai déjà fait auparavant, d'autant qu'ils ont remis le bac en juin, donc c'est une très bonne nouvelle. Ça réduira un petit peu l'absentéisme faramineux qu'on subissait une fois que mars était passé. Je suis navré monsieur Blanquer, mais cette réforme était une très mauvaise idée, tant sur le fond que sur la forme. Et en plus, le sujet zéro du bac de maths de cette année est relativement intéressant. On en parlera sans doute un autre jour, mais on est actuellement sur une bonne pente, donc touchons du bois. Et pourvu que ça dure. Revenons à il y a une quarantaine d'années, époque où il y avait encore un bac différent par académie, ce qui faisait au bas mot une quarantaine de sujets de bac chaque année, et surtout époque où les filières avaient encore pour nom les 5 premières lettres de l'alphabet. Parmi ces filières, celle qui était réputée pour être la plus délicate était sans aucun doute la filière C. Il fallait être pourvu d'une grande discipline et d'une logique implacable pour espérer s'en sortir, en particulier pour ingurgiter toutes les notions qui étaient au programme, qui étaient, je le rappelle, très denses à l'époque. On sentait d'ailleurs très bien la patte de Bourbaki dessus, et ça ouvrait généralement vers le classique maths sup, maths spé, et autres filières scientifiques prestigieuses. Déjà aujourd'hui, avec les 2 sujets de spé maths en métropole, on a souvent un écart de niveau qui fait jaser. Y a qu'à voir l'an dernier, Alors je vous laisse imaginer les écarts colossaux qu'on a pu avoir, à raison d'une quarantaine de sujets différents chaque année. Et tenez-vous bien, le tout pendant plus de 20 ans. Forcément, il y a eu des débordements terribles, et le plus mémorable à mon sens reste celui de l'année 1981. C'était pas une année simple, déjà contexte de guerre froide, Mitterrand qui remplace Giscard d'Estaing, abolition de la peine de mort, et on a même tenté d'assassiner le pape Jean-Paul II. Donc véritablement aucun répit au cours de cette année, et pour couronner le tout, ils se sont dit qu'ils allaient pondre le sujet de maths le plus mémorable de toute la filière C. Déjà que, rappelez-vous, Ulm 81, c'était pas un cadeau non plus, avec Jordan et les déformations matricielles, donc 1981 sera retenu comme étant un très grand cru de l'histoire. C'est un sujet dont on parle encore comme une légende dans les couloirs des salles des profs, un sujet vraisemblablement conçu par un passionné très sadique, ce qui constitue au passage un joli pléonasme, qui était complètement hors sol par rapport à un bac déjà réputé comme étant difficile. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on parle du terrible bac Aix-Marseille 81. C'est parti. Dont nous allons parler aujourd'hui prodigue encore, je suis sûr, des cauchemars chez les anciens bacheliers de l'époque, qui ont aujourd'hui en moyenne 61 ans. Saluons-les chaleureusement, ce fut un beau sacrifice. C'est un sujet de maths qui, comme d'habitude à l'époque, était découpé en 3 morceaux. Il y avait généralement 2 exercices qui constituaient un peu moins de la moitié des points du sujet, accompagnés d'un problème souvent plus délicat qui servait essentiellement à départager les meilleurs. Et dire que celui-ci était délicat est un euphémisme, croyez-moi. Voyons donc voir pour quelle raison. Le premier exercice d'Aix-Marseille 81 est un exercice sympathique de théorie des nombres relativement bien découpé. On y prouve un résultat très connu des top 1 d'hier et d'aujourd'hui, qui est d'ailleurs, tiens, un cas particulier du théorème de progression arithmétique de Dirichlet. Encore toi, fumier? Il s'agit de montrer, via un habile raisonnement par l'absurde, qu'il existe une infinité de nombres premiers congrue à 3 modulo 4. Donc des nombres comme 3, 7, 11, 19, 23, 43, etc. Puisque Ferdinand de la chaîne Math Étoile a déjà traité avec grande clarté cet exercice, nous n'allons pas nous attarder dessus. J'en profite pour vous dire d'aller le saluer de ma part, en particulier si vous faites des maths dans le supérieur, sa chaîne c'est une véritable mine d'or. Il abat un travail de très grande qualité, bien plus que moi honnêtement, donc vous avez tout intérêt à aller y jeter un œil. Le deuxième exercice est un classique de géométrie du plan dont on trouvait facilement des pâles copies dans tout bon manuel de Terminal C de l'époque. On y manipule des homothéties selon un certain rapport. La dernière question étant quand même assez délicate par rapport aux premières, on ne s'y attardera pas non plus parce que le véritable morceau qui a fait polémique nous attend avec impatience. Mesdames et messieurs, il est temps de vous afficher le redoutable problème d'Aix-Marseille 81. Le problème de Bâle, le calcul de zeta de 2, un formidable enchaînement de péripéties pour, tenez-vous bien, prouver que la somme de l'inverse des carrés vaut pi carré sur 6. Donner ça à des lycéens lambda, c'est complètement lunaire. La première partie, la plus courte, consiste en la démonstration que la limite existe bel et bien, en tant que suite croissante et majorée, elle convergera nécessairement, reste à déterminer vers quoi. La deuxième partie, plus calculatoire, complètement redoutable au niveau de la rigueur demandée, en particulier si l'analyse et le calcul d'intégrale à trait aux fonctions trigonométriques vous débectent, vous demandera des sacrés réflexes et une très grande abnégation. Et la troisième partie, le clou du spectacle, réunissant les résultats des 2 premières via une habile conclusion,
le dernier coup de poignard infligé aux pauvres lycéens de l'époque. Alors c'est un sujet qui est redoutable, hein, soyons honnêtes, qui ferait franchement pas lire certains sujets de CAPES récents, qui est pourtant un concours à bac+5, hein. Rien ne va plus. Ce genre de choses cauchemardesques, avec en plus le stress qui peut vous paralyser complètement, c'est réellement une épreuve. C'est un travail titanesque, hein, et travail dans le sens étymologique du terme, c'est-à-dire tripalium, l'instrument de torture, vous connaissez. Alors certains diront que j'exagère, que je porte trop l'emphase, que je force le sensationnel. Je suis désolé, hein, mais si vous prenez un lycéen lambda de Terminal C de l'époque, admettons dans un lycée lambda type Arthur Rimbaud à Istres, ou même Paul Langevin à Martigues, le gamin il vient en se disant tiens bah je vais essayer de sauver les meubles, et on lui fout du prolongement de continuité et des calculs trigonométriques sur lesquels un maths sup sur deux bégayerait franchement. Non, je veux bien qu'on me dise parfois que je sois dans l'exagération, mais bon, dosez un petit peu là, soyez gentils. Alors à noter qu'avec des outils sophistiqués, si vous avez un petit peu de maîtrise, le problème de balle vous pouvez l'expédier en 5 minutes. Une des façons les plus expéditives que j'ai pu voir, c'est quand j'ai fui la prépa, car médiocre, pour arriver en L2 à la fac de Marseille, tiens, un petit peu après la Toussaint. C'est à ce moment où j'ai été confronté pour la première fois de ma vie à tout ce qui est théorie et transformé de Fourier. Outil fabuleux, hein, c'est rare que l'analyse me mette le barreau, il faut le signaler. Mais là, en termes d'efficacité et de finesse, on pourra pas dire que ça fait pas le taf. Une façon rapide de calculer la somme de l'inverse des carrés, c'est de considérer la fonction carré, mais définie 2π périodiquement. Voilà, le graphe, il ressemble à ça. On se dit dans un premier temps, mais bordel, qu'est-ce que je vais faire de cette succession de paraboles? C'est quoi le foutu rapport? Et pourtant, laissez-vous guider par grand frère Axel, parce que vous allez voir, c'est très très fort. Notre fonction, elle est ultra sympa, hein, mine de rien. Elle est périodique, elle est intégrable au sens de Lebesgue. On peut notamment calculer ses coefficients de Fourier. Puisque la fonction est paire, les Bn, c'est-à-dire les coefficients en sinus, ils vont être nuls. Vous calculez alors A0, une intégrale niveau terminal, ça devrait aller, et vous calculez plus généralement les AN pour tout n supérieur ou égal à 1. Vu la tronche de la fonction, c'est la double intégration par partie qui nous guette. Étant donné que j'ai la flemme sidérale de le faire proprement, on va se contenter de faire une IPP tabulaire, et ça me rappelle que faudrait que j'arrête d'être une feignasse et que je vous balance une vidéo sur l'IPP tabulaire, parce que putain, le temps que vous gagnez en examen avec ça, et on tombe finalement sur AN est égal à moins 1 puissance n fois 4 quotienté par n carré. Tiens, mais qui voilà-je? Notre fonction, elle est continue, elle est C1 par morceau, elle est alors, pour tout réel compris entre moins pi et pi, somme de sa série de Fourier. Et vous avez alors l'égalité suivante, f de x qui est égal à x carré, qui vaut A0 plus la somme des AN cos nx. Et c'est là que le banger absolu arrive. Comme c'est vrai pour tout x entre moins pi et pi, en particulier, c'est vrai en pi. Et donc vous trouvez que pi carré, il vaut pi carré sur 3, plus 4 fois la somme de l'inverse des carrés. Tiens, mais qui voilà-je? Et donc vous n'avez plus qu'à isoler zeta de 2 pour en connaître la valeur, et vous tombez sur pi carré sur 6. Quelle aubaine! Et vous avez même mieux, hein, si vous évaluez en 0 l'égalité que vous avez plus haut, vous constatez que la somme des moins 1 puissance n plus 1 sur n carré vaut pi carré sur 12. Et encore plus fort, via l'identité de Parseval, vous obtenez carrément que zeta de 4 vaut pi puissance 4 sur 90. Si après ça, vous pensez encore que la théorie de Fourier c'est naze, ben je sais plus quoi vous dire sincèrement. Voilà, vivacité de raisonnement, finesse, c'est un petit peu le minimum de ce qu'on attend d'une théorie qui est un petit peu sophistiquée. Malheureusement, on ne fait pas faire de Fourier aux lycéens, enfin je dirais même heureusement d'ailleurs, parce que c'est une théorie qui est quand même pas mal subtile par endroits. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'on écrit des bouquins entiers dessus et que c'est encore étudié à l'heure actuelle. Alors malgré tout, en tant que lycéen, on a quand même des outils qui sont très sympas. On a déjà d'une part les fonctions trigonométriques qui font apparaître pi un petit peu partout. On a des théorèmes limites intéressants sur les suites, et plus généralement, on a dans notre besace des théorèmes d'analyse qui sont sincèrement intéressants, en tout cas des théorèmes d'analyse sur les fonctions continues, et croyez-le ou non, mais en combinant ces trois notions, vous pouvez obtenir la première preuve historique du problème de balle, et ce de façon très élémentaire, sans avoir recours à des théories très poussées, etc. De toute manière, à l'époque, ces théories n'existaient pas, c'est une preuve qui est due à Leonhard Euler, encore une, hein, vous allez me dire, et c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo. C'est comme la correction de NS66 ou la troisième vidéo sur les arcs tangentes, hein, vous les verrez jamais. Ça va, j'ai compris. Lançons-nous dans l'autopsie de cette merveilleuse abomination. Je fais des oxymores, hein, je me sens poétique. Alors, je vous conseille néanmoins de consulter le sujet en amont si vous souhaitez le chercher. Je vous en ai tapé un PDF sur LaTeX qui est disponible en description, avec une ébauche de corrigé et une annexe sur Fourier. N'hésitez pas à revenir plus tard si ça vous enchante de vous prendre la tête. Déjà parce que c'est un très beau sujet, et ensuite parce que la correction, je vais la faire un petit peu en speedrun, parce que si la vidéo dure 150 minutes, je vais avoir envie de me foutre en l'air, hein, encore plus que d'habitude. Partie A, donc, on pose deux suites délicieuses, hein. Et première question qui nous demande de faire un truc qu'on voit seulement en maths sup maintenant, à savoir une décomposition en éléments simples, afin d'en déduire une écriture plus simple de la suite Vn. Il y en a qui résolvent ça avec une sorte de système, soyons honnêtes, j'ai plus d'affinité avec l'analyse synthèse de Sauvage. Vous supposez grossièrement que vous avez l'égalité pour tout n, et ça implique, en multipliant par n fois n-1 de chaque côté, que na plus n-1b vaut 1. Donc en posant n égale 1, vous obtenez a égale 1, et en posant n égale 0, vous obtenez b égale moins 1. Donc voilà, l'analyse est terminée, le brouillon est terminé.
plus qu'à balancer la synthèse. On vérifie effectivement que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a bien 1 sur n fois n-1 qui vaut 1 sur n-1, moins 1 sur n, et c'est plié. Et donc ensuite, il faut en déduire que Vn, c'est 2 moins 1 sur n. Donc déjà, une forme plus sympathique. Et en déduire, ça veut dire que ça se fait généralement en pas beaucoup de lignes. Et effectivement, vous remplacez le cœur de ce qu'il y a dans la somme qui définit Vn par l'égalité que vous venez de dresser. Vous vous retrouvez avec une magnifique somme télescopique, donc vous gardez seulement premier et dernier terme, et vous avez bien votre 2 moins 1 sur n qui apparaît. Question suivante, montrez que la suite un est croissante et majorée, donc qu'elle converge finalement. La croissance est relativement tranquille, vous voyez bien que la différence de deux termes consécutifs, elle est toujours positive. La majoration par Vn, en revanche, peut être un poil plus technique. Il faut d'abord voir que pour tout n supérieur ou égal à 2, vous avez que 1 sur n carré, c'est inférieur à 1 sur n fois n-1. C'est essentiellement la décroissance de la fonction inverse qui vous dit ça. Et vous en déduisez assez rapidement que un est bien inférieur à Vn en faisant les sommes respectives. Et de là, on peut en déduire que un est majorée dans la mesure où elle est plus petite que Vn, qui est elle-même majorée par 2 en vertu de la question précédente. Donc aucun souci pour le moment au niveau de Aix-Marseille 81. Alors aucun souci, n'oubliez cependant pas la technique dite de la camionnette, c'est-à-dire qu'on t'attire avec des questions faciles, et ensuite généralement dans la suite du sujet c'est l'abattoir complet. Partie B, on rappelle d'abord innocemment ce que vaut la somme des termes d'une suite géométrique, et on pose deux fonctions à deux paramètres n et t, bon, pourquoi pas, et il faut donner dans un premier temps la valeur de Cn de t plus ISN de t, et en déduire une expression bien dégueulasse de Cn de t. Ça c'est quand vous êtes dans l'intervalle demi-ouvert 0 pi, et en prime il faut voir aussi ce qui se passe en 0. Bon, la partie elle commence sur les chapeaux de roue, on va pas se décourager pour autant, et avancer tranquillement. Déjà Cn de t plus ISN de t, on va pouvoir rassembler les sommes assez tranquillement, et constater que c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc on va le passer sous une forme plus sympathique, à savoir la forme exponentielle, et là, tiens, on se retrouve avec une somme géométrique, mais qui ne commence pas à 0, attention premier piège. Donc je me débrouille pour qu'elle commence à 0 en vue d'appliquer ma formule plus haut, et je me mets à développer via la dite formule. Et donc là, pour avancer efficacement et faire apparaître comme on le souhaite du sinus, il faut une technique de vieux flibustier qui s'appelle technique de factorisation par l'angle moitié. Je choisis délibérément de réécrire mon égalité comme ceci, et on se rappelle que le sinus admet une fabuleuse écriture via les exponentielles complexes, que je vous affiche dès à présent, ce qui me permet d'obtenir un truc très sympathique qui nous rapproche de ce que l'on souhaite à la toute fin. Malheureusement, il me manque du cosinus, et là, je vais pas pouvoir jouer les bandits, quoique. Mon exponentiel qui traîne devant, là, qui est le rassemblement de tout ce qui traînait devant la fraction, j'ai juste à le réécrire de façon trigonométrique, et j'ai une bonne expression de Cn de t plus ISN de t. Du moins, je peux pas faire beaucoup plus de manipulations qui m'arrangent. Sauf que nous, on veut seulement Cn de t, donc il nous faut la partie réelle de notre expression. Et en prenant cette fameuse partie réelle, on obtient exactement ce que l'énoncé nous demande. On n'oublie cependant pas le cas t égale 0, pour ça, on part juste de la somme de base, on peut pas se servir de notre nouvelle expression, car elle est tout simplement pas définie en 0, on va pas commencer à faire des divisions par 0, parce que sinon ça va m'énerver. Et donc c'est juste la somme de n cosinus de 0, donc n fois 1, finalement, et c'est bien n comme convenu dans l'énoncé. Petite rétrospective rapide de cette question, relativement calculatoire, il faut être super bien réveillé, et surtout avoir un petit peu de bouteille en trigo. Pour une question de début de partie, soyons honnêtes, et surtout dans le cadre du bac, c'est n'importe quoi. Question suivante, qui fait écho à la première, on nous demande si la fonction Cn est continue sur le segment 0π. Question d'analyse qui sera peut-être un peu plus rapide. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction est continue sur l'intervalle semi-ouvert 0π, en tant que produit et quotient d'application continue. En 0, en revanche, on n'en sait rien, on peut rien dire. Un rappel intéressant avant de se lancer dans le cas litigieux qu'est le 0, c'est que la limite de sin t sur t en 0, c'est pareil que la limite de sin t moins sin 0 sur t moins 0. Donc c'est le nombre dérivé en 0, littéralement. La dérivée de sinus, c'est cosinus, et cosinus de 0, ça fait 1. Donc la limite de sin t sur t en 0, ça vaut 1. Résultat qu'on va garder en mémoire. Bon, on va pouvoir calculer la limite de Cn en 0 dans ce cas, on a tous les outils pour le faire, et on aura continuité si et seulement si la limite en 0 coïncide avec la valeur qu'on lui a attribuée en 0, à savoir n. On se lance donc dans le calcul de la limite, et là il faut être habile et clairvoyant dans la mesure où, à partir d'ici, on peut difficilement conclure. Et alors la stratégie sera de multiplier par nt sur 2 en haut et en bas, de façon à exploiter la limite que je vous ai donnée dans le rappel. Ainsi, et parce que la limite du produit c'est le produit des limites, on va avoir uniquement des limites égales à 1 qui se baladent, et un n qui va s'isoler, qui est bien finalement notre image en 0. Puisque la limite en 0 coïncide avec la valeur qu'on lui a attribuée,
on peut conclure que la fonction est continue en 0, et donc continue sur tout le segment 0 pi. On pourrait dire que la continuité de cette fonction ne va servir à rien. Détrompez-vous, hein, comme j'ai dit précédemment, la plupart des théorèmes d'analyse de terminale nécessitent de la continuité pour fonctionner. Question suivante. Maintenant, il faut démontrer une égalité et montrer qu'une certaine application est prolongeable par continuité en 0, bordel. Alors, ne paniquez pas, hein, nous allons nous en sortir. Pour le calcul, vous le savez d'avance, ça va être de la brutalité pure et dure. On réécrit avec notre expression de Cn trouvée précédemment. Et là, on utilise un truc qui découle des formules d'addition qu'on appelle formule de linéarisation cos-sin, qui nous dit concrètement que 2 cos A sin B, ça vaut sin A plus B moins sin A moins B, ce qui permet d'obtenir quelque chose de très acceptable dans sa forme, dans la mesure où ça se simplifie super bien, et on obtient bien le résultat escompté. A savoir que cette formule de linéarisation, c'est un truc auquel il est difficile de penser, en particulier dans un contexte d'examen, donc j'espère que les terminales de l'époque connaissaient par cœur leur formulaire de Trigo. Quand bien même vous le conviendrez, il est plus facile de la retrouver que de la retenir. Vous obtenez ainsi une application Gn continue sur l'intervalle semi-ouvert 0π, et elle est prolongeable par continuité en 0, à condition de poser Gn de 0 égale à 2Cn de 0 plus 1, soit Gn de 0 est égal à 2n plus 1. Bon, ben on avance bien dans le sujet, continuons notre chemin à travers la brousse, hein. La question suivante est un calcul d'intégrale suivi d'un rapprochement avec les suites définies en partie 1. Alors à titre personnel, vous le savez, j'adore le calcul intégral. Donc cette question, elle ne me fait pas peur. Je vois un polynôme de degré 2, facteur, une fonction trigo, je me dis instinctivement qu'en 2 intégrations par partie, c'est bouclé. Mais je dis ça parce que j'aime ça, parce que j'ai bac plus 5, et parce que je fais que ça de mes journées. Le lycéen lambda de l'époque, il voit ça, il a juste envie de se barrer. Parce que ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans cette vidéo, bah déjà bravo à vous, je sais pas comment vous avez fait. Je présume que vous avez un certain bagage mathématique et une certaine appétence, une certaine curiosité pour le sujet. Et par conséquent, il est très difficile de se foutre à la place du candidat lambda des années 80, en particulier celui qui traînait à 8 de moyenne et qui essayait de sauver les meubles avec une épreuve de maths qu'il espérait pas trop difficile. Parce que croyez-moi que les questions qu'on enchaîne depuis le début de la partie B, elles sont relativement tortueuses pour un élève lambda. Je dirais même que c'est la crise absolue pour un lycéen lambda d'aujourd'hui. Donc ayez de la compassion, allumez un cierge éventuellement. Non, j'abuse, hein, mais voilà, il faut bien garder en tête que objectivement, ça tape assez fort quand même. Rappelez-vous que c'est seulement le bac, c'est pas du tout un sujet CCP. Bref, lançons-nous dans ce terrifiant calcul, hein, comme annoncé, c'est 2 intégrations par partie. Donc on se retrouve avec tout un beau bordel. Mais heureusement, le premier et le troisième terme du membre de droite de votre égalité, ils vont être nuls. Parce que sinus en 0 et en pi, ça a bon goût de prendre la valeur 0. Donc il vous reste que le deuxième terme avec un cosinus pas très charmant, mais heureusement, faut juste le calculer en 0 parce qu'en pi, il y a un des facteurs qui devient 0. Et vous obtenez bel et bien votre 1 sur n carré. On sent sincèrement qu'on progresse à travers le sujet. Et le rapprochement avec la somme des inverses des carrés qui est définie par la suite UN de la partie 1, vous l'avez relativement tranquillement avec ça. Dans la mesure où UN, ça va être par conséquent la somme des intégrales que vous venez de calculer, et la linéarité de l'intégrale vous assure que la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Et vous avez alors votre Cn de t qui apparaît comme par magie. Le fait que tout se passe si bien ici avec 2 objets qui ont l'air de pas avoir grand chose en commun, c'est signe d'un sujet remarquable, où tous les résultats s'entremêlent pour former une symphonie qui est vraiment délicieuse. Et instinctivement, ce serait irréalisable d'introduire soi-même ce type d'objet, hein, on est clair. Mais le sujet est conciliant et prend l'initiative de vous dérouler ce bon vieux fil d'Ariane, et ça vous permet d'avancer vers le résultat tant attendu qui est décrit par le problème de Bâle. D'ailleurs à ce propos, le temps file, il serait temps de clôturer cette partie. Dernière question de la deuxième partie, encore un calcul d'intégrale, plus simple, hein, c'est un polynôme, et il faut trouver que ça fait pi carré sur 6. Sacré hasard, hein, vous me direz. Et en déduire que pour tout entier non nul, la différence pi carré sur 6 moins un vaut une certaine intégrale dépendant de gn. Bon alors pourquoi pas, assez remarquable comme résultat, on sent qu'il sera indispensable en partie 3, parce qu'à mon avis, il faudra montrer que quand n tend vers l'infini, l'intégrale converge miraculeusement vers 0 et le sujet sera terminé. Ne nous spoilons pas pour autant, résolvons d'abord cette question. Pour ce qui est de l'intégrale, ce serait un outrage de vous spoiler comment la calculer, hein, ça reste l'intégrale d'un polynôme, donc on va s'abstenir de commettre un tel affront, ça fait partie des points faciles du sujet. En revanche, la différence pi carré sur 6 moins un, c'est assez intéressant, dans la mesure où ça réunit tous les résultats qu'on vient de prouver, qui apparemment n'avaient pas tant de liens à la base. Vous écrivez donc effectivement les 2 membres de la différence sous forme intégrale, via les calculs qu'on avait fait plus tôt, et en factorisant par 1/2 et en réunissant les intégrales via la linéarité,
on obtient exactement ce que l'on veut, et c'est relativement remarquable. Bon, les deux premières parties ont été terrassées, il nous manque le clou final. Une ultime partie qui entrechoquera majoration, calcul très long, dans le but de résoudre une bonne fois pour toutes le problème de balle. Accrochez-vous, mesdames et messieurs, c'est bientôt fini. On commence alors par poser une fonction, et on se demande si elle est continue sur le segment 0π. Et ensuite en déduire une certaine inégalité. Même raisonnement que tout à l'heure, sur l'intervalle semi-ouvert 0π, aucun souci, c'est un quotient de fonction continue et le dénominateur ne s'y annule pas. En 0, en revanche, toujours le même problème. Regardons alors à tout hasard la limite en 0 de cette fonction, et on constate, avec l'habile factorisation par t sur 2 au numérateur, que l'on a une limite similaire à celle de tout à l'heure, avec du t sur 2 sur sinus t sur 2, qui tendra vers 1, et le 2 moins t sur π, qui tendra vers 2. Donc le tout tend par produit vers 2, qui est l'image de 0. L'image de 0 coïncide alors avec sa limite en 0, c'est fabuleux, on a bien continuité en 0, et on peut alors conclure sur la continuité sur le segment 0π. En particulier, c'est une fonction positive sur 0π, en tant que quotient de fonction positive sur 0π. Le numérateur, c'est une parabole descendante qui a pour racine 0 et 2π, donc c'est bien positif sur le segment 0π. Et sinus, c'est évidemment du même acabit, vous connaissez le graphe de la fonction, je présume. On a donc une fonction continue et positive sur un segment, elle admet alors un maximum m, et est bien entendu minorée par 0, puisqu'elle est positive. On pourrait même montrer que le maximum c'est f0 soit 2, car f est d'ailleurs décroissante sur 0π, mais c'est pas demandé, c'est pas un résultat qui est nécessaire de toute manière, donc question suivante. On souhaite dans cette question démontrer une inégalité assez moche, soyons honnêtes. Pour cela, pas de panique, un petit coup d'inégalité triangulaire dans un premier temps, c'est les valeurs absolues qui doivent vous mettre la puce à l'oreille à ce niveau-là, et on se rappelle que sinus c'est majoré par 1. Toutes les fonctions trigonométriques cosinus et sinus sont majorées par 1. Votre fonction, elle est majorée par m d'après ce qui précède, donc tout ça, c'est inférieur à l'intégrale de m sur 0 alpha, qui est bien entendu égal à alpha m. C'était relativement rapide, il n'y avait donc pas de quoi être effrayé par la question. La question d'après nous demande de montrer qu'une fonction est de classe C1, et d'en déduire une inégalité encore. Alors ça peut être terrible à rédiger, mais en fait pas tant que ça. Alpha étant strictement positive, la fonction elle est continuellement dérivable en tant que quotient de fonction continuellement dérivable. Et la dérivée étant continue sur le segment alpha pi, elle est alors bornée. Et même bornée en valeur absolue. Donc vous allez pouvoir trouver sans problème un majorant m', tel que f' de t en valeur absolue, soit plus petit que m', sur tout l'intervalle alpha pi. Donc vous avez vu, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Encore une fois, la continuité sur un segment nous sauve la vie et nous permet de dégager une inégalité qui sera peut-être utile pour un calcul de limite tout à l'heure. À ce propos, la question suivante tombe à pic, elle va permettre de nous éclairer un petit peu. Il faut, à travers une intégration par partie, calculer une limite. Alors très bien, lançons-nous et intégrons par partie. On dérive f et on intègre sinus, l'inverse n'aurait pas de sens, vous n'avez aucune information sur une potentielle primitive de f, alors que la dérivée de f, on sait dire des choses dessus, l'inégalité qu'on vient de prouver notamment est très intéressante. Le premier terme, on constate qu'il est majoré par 2m, étant donné que cosinus est majoré par 1 et que votre fonction elle est majorée par m, et le second terme, en vertu de la question précédente, il est majoré par m', facteur de la longueur de l'intervalle sur lequel vous intégrez, à savoir pi moins alpha. Donc le tout est majoré par 4m plus 2m' fois pi moins alpha, quotienté par 2n plus 1. Ça tend évidemment vers 0 quand n tend vers l'infini, et il en va de même pour votre intégrale. Alors on pourrait se dire que l'intégrale peut tendre vers une valeur négative, c'est évidemment impossible car l'intégrande, qui est une fonction à valeur exclusivement positive, fait que votre intégrale, elle sera minorée par 0. C'est la propriété de positivité de l'intégrale. Et sa limite, elle vaut bien 0, comme prévu. On arrive alors à la dernière question du sujet, le clou du spectacle, la limite de un. Finalement, l'excitation, elle est à son paroxysme, je présume. Pour cela, on remplace l'expression de pi carré sur 6 moins un par son expression trouvée en fin de partie 2. On utilise la relation de Chasles pour séparer l'intégrale de 0 à alpha, puis de alpha à pi. La première intégrale, elle est plus petite que alpha m, et la deuxième, c'est littéralement in. On fait alors tendre n vers l'infini en notant L, la limite de un, et vous obtenez que pi carré sur 6 moins L est inférieur à alpha m sur 2. Mais alpha étant un réel positif aussi petit que l'on veut, vous pouvez le faire tendre vers 0. Et c'est là où toute la magie s'opère, parce que depuis tout à l'heure, on prend un réel alpha qui est dans 0 pi, avec 0 exclu. Mais il peut être aussi proche que vous voulez de 0. Et donc vous obtenez bien que la suite un, elle converge vers pi carré sur 6,
et c'est exactement ce qu'on voulait. Bon, c'était un sacré morceau qu'on vient de traiter, hein, soyons honnêtes, et on voit d'ailleurs bien pourquoi les lycéens de l'époque ont pu râler à ce point, voire même carrément saigner au vu de comment le sujet était tortueux par endroits. Alors là, j'en vois venir certains qui vont sans doute me scander de façon condescendante. Oui, c'est très bien Axel, mais au final, tout ça, le problème de balle, machin, je veux dire, à quoi ça sert dans ma vie de tous les jours? Ça me sert à rien. Mais essayez de rêver un peu, merde, et de voir au-delà de votre petite personne. Quelle phrase, mais terriblement égocentrée et malhonnête. Sincèrement, si on va par là, qu'est-ce qui est fondamentalement utile dans la vie? Sincèrement, répondez-moi. Certainement pas vous, certainement pas moi. Je vous fais un exposé avec toute la passion possible. Je mets en exergue un résultat palpitant à travers un sujet de bac qui a créé des débats houleux pendant toutes les années 80. L'intégralité, hein. On se pose devant et on est émerveillé par sa construction, par son cheminement, et le résultat final, l'aboutissement, c'est un orgasme. Il est prodigieux, hein. Pique est certainement la constante la plus célèbre, la plus présente dans tout l'univers. L'irrationnel par excellence, le transcendant. Vous formez une bulle de savon, vous l'avez. Vous faites tomber des aiguilles par terre, vous l'avez. Vous étudiez la répartition des tailles des pénis en érection, vous l'avez également. Ça, mis en relation avec quelque chose qui est d'une simplicité folle, qui est la somme de l'inverse des carrés, au premier abord qui n'a rien à voir avec la circonférence d'un foutu cercle, hein, soyons honnêtes, mais quel émerveillement, mais quelle beauté. Pourquoi on devrait toujours absolument trouver un sens aux choses? Quand les choses sont belles et qu'on prend du plaisir à les observer, c'est amplement suffisant. Ce genre de résultat, c'est comme si je prenais une fleur bien vigoureuse, hein, dans un magnifique bouquet, et qu'on l'admirait comme ça, sous tout point de vue. Incroyable. Émerveillez-vous des choses simples. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir une rose dans les mains. Alors certes, avec des épines, mais quel bonheur de l'avoir dans les mains malgré tout. Quel bonheur de contempler la couleur flamboyante de cette rose. La découverte de ce genre d'équation devrait provoquer le même plaisir chez vous que de contempler un champ de fleurs, que de lire le Rouge et le Noir de Stendhal, ou même encore que de pratiquer le charnel farouche avec le partenaire auquel vous aspirez. Je crois que j'ai un petit peu divagué, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.